Salut à tous et à toutes, bienvenue à édition 62. Lancement ce mercredi de la conférence internationale de 3 jours autour de la protection sociale vers l'élaboration d'une nouvelle politique. C'est le gouvernement haïtien qui a donné le coup d'envoi à cette activité supportée par plusieurs partenaires internationaux et organismes œuvrant dans le domaine de la protection sociale. Le chef du gouvernement haïtien, Evans Paul, dans son intervention, a évoqué les problèmes liés à la protection sociale, question d'harmoniser toutes les composantes de la société pour un vivre ensemble durable, a conclu Evans Paul. Il est donc impératif que soit élaborée une politique rationnelle portant sur la protection sociale en Haïti. Parce qu'en dépit de certaines dispositions, dont celle du président Martelly et de son régime, les différentes actions, tant gouvernementales que non gouvernementales, produisent des effets à trop faible impact. Ce n'est pas toujours la bonne volonté qui manque. Souvent, nous sommes témoins que des acteurs et des partenaires ont consenti des efforts louables. Pourquoi? Je profite de l'occasion pour saluer le courage et la détermination de tous ceux qui se sont dépensés pour améliorer le sort des plus vulnérables en Haïti. À cet égard, les chiffres sont encore alarmants. Il faut bien réfléchir. 40% de la population haïtienne souffre d'insécurité alimentaire. 78% de cette population vit sous le seuil de la pauvreté absolue. Plus de 50% de nos femmes enceintes n'ont toujours pas accès à un personnel médical qualifié au moment de leur accouchement. Il s'agit là d'un bien sombre tableau qui invite à l'action. Nous avons donc de bonnes raisons de repenser notre politique de protection sociale. Une véritable politique de protection sociale est aujourd'hui une obligation. Plusieurs ministres du gouvernement Paul avaient pris part au lancement de cette conférence internationale, notamment le titulaire des Affaires sociales et du Travail, Victor Benoît. En marge de l'activité, le ministre socialiste a présenté les 3 jours de cette conférence comme un premier pas devant conduire aux États généraux sur la question de la protection sociale. Victor Benoît. Aujourd'hui, je dois dire qu'aujourd'hui, nous ouvrons la conférence internationale sur la protection sociale en vue de concevoir une nouvelle politique de protection sociale en Haïti. Donc, c'est une occasion pour nous de rassembler des réflexions et des Haïtiens et des étrangers et qui ont des expériences ou bien qui travaillent dans le domaine de la protection sociale. Alors, dans mon discours, j'ai essayé de démontrer que la protection sociale n'est pas une affaire qui concerne seulement le ministère des Affaires sociales et du Travail. C'est une affaire, n'est-ce pas, nationale. Au niveau du gouvernement, il y a plusieurs ministères et qui doivent concourir, et chacun, bien entendu, dans ce domaine, à l'application d'une bonne politique de protection sociale. Mais pas seulement le gouvernement, il y a le secteur patronal et il y a les autres branches de la société civile qui doivent concourir. C'est pour cette raison qu'au niveau du ministère des Affaires sociales, nous ne prenons pas la responsabilité de concevoir la politique seule. Nous faisons appel et à des partenaires étrangers
et aux ressources nationales, et entendez par ressources nationales, des techniciens et haïtiens, des intellectuels haïtiens travaillant dans différents ministères ou bien dans des organismes déconcentrés, ou encore, n'est-ce pas, des représentants de la société civile. Je dois vous dire que cette conférence, nous la concevons comme le premier pas d'une stratégie beaucoup plus large, puisque nous envisageons d'arriver aux États généraux. S'il s'agit d'États généraux, on ne peut pas se contenter seulement des citoyens de Port-au-Prince. Il y a des citoyens qui doivent venir, ou bien que nous devrons rencontrer à travers le pays. Il y a des déplacements, il y a une équipe du ministère qui doit se déplacer et aller en province, tout au moins dans les chefs-lieux, rencontrer des représentants et des leaders des différentes communes. Quand je dis les leaders, pas seulement les leaders politiques, il y a les leaders sociaux, les leaders religieux, des organisations paysannes, des organisations de femmes, des ouvriers, de telle manière que l'on puisse arriver à une vue d'ensemble. Alors après cette conférence, il y a donc, n'est-ce pas, d'autres initiatives qui doivent nous permettre d'aboutir aux États généraux. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Nesmi Maniga, a pour sa part axé son intervention sur les mauvais résultats des institutions de prévoyance sociale. Toute bonne politique de protection sociale repose sur un accès inclusif d'une éducation de qualité, a fait valoir Nesmi Maniga. Il a rappelé les efforts consentis par le ministère qu'il dirige à accompagner les enseignants et ce à tous les niveaux. Nesmi Maniga. Je me réjouis également en constatant l'importance accordée à l'éducation, considérée comme partie intégrante d'un tel processus, car le rôle primordial de l'éducation en tant que vecteur de développement durable n'est plus à démontrer. Toute bonne politique de protection sociale repose d'abord sur un accès inclusif de tous à une éducation de qualité, à des opportunités, et comme l'a dit le professeur Benoît qui m'a précédé, à la capacité du pays à offrir une insertion socio-professionnelle et des métiers dignes aux jeunes. C'est un facteur d'émancipation individuelle et sociale incontestable. C'est la source de tous les développements économiques, sociaux, culturels, scientifiques, technologiques. Ainsi, dans le processus engagé pour doter notre pays de cette nouvelle politique de protection sociale dont il a grand besoin, elle est appelée à la fois à être bénéficiaire et facilitatrice. C'est non seulement un tel outil qui peut contribuer de manière certaine et durable à l'accroissement de l'accès à l'éducation d'une catégorie d'enfants dont les parents sont démunis, mais également une politique nationale de protection sociale qui peut constituer certainement une source d'alimentation dans le cadre de ce que aujourd'hui au ministère on est en train de faire, la révision nécessaire des curricula existants en vue de les adapter aux exigences de notre société en constante mutation. Nous devons en effet approfondir et diversifier l'éducation de nos enfants au civisme et aux valeurs citoyennes, source principale de l'harmonie sociale et d'un thème très cher au Premier ministre, du vivre ensemble. Parmi ces valeurs se distinguent de manière incontestable, bien sûr, à cause des fragilités naturelles, historiques, économiques et sociales de notre pays, celle de la solidarité, de l'entraide sociale, qu'il importe leur inculquer dans le plus jeune âge pour qu'émerge un nouveau type de citoyen pour des lendemains meilleurs. Car il nous faut plus que jamais profiter de notre bonus démographique avec cette population composée en grande majorité de jeunes pour que ce bonus démographique ne se transforme pas en bombe démographique si nous ne sommes pas capables de procurer des emplois dignes à cette population de jeunes. L'une des institutions partenaires d'Haïti, le PNUD, se propose aussi d'agiter les thématiques à la protection sociale. Sophie Decamp, directrice de l'organisme international, a laissé croire que sans un régime de protection sociale, Haïti ne pourra pas sortir du marasme de la pauvreté. C'est pour moi un grand plaisir d'être ici ce matin
à l'occasion de cette conférence internationale sur la protection sociale en Haïti, vers l'élaboration d'une nouvelle politique. Les politiques et programmes de la protection sociale constituent des interventions absolument critiques pour aider les personnes vulnérables à prévenir, gérer, récupérer et résister aux chocs et aux tensions susceptibles d'affecter défavorablement leur bien-être. Ils sont essentiels pour éradiquer la vulnérabilité et la pauvreté extrême et ne doivent pas seulement aider la population à surmonter les événements négatifs, mais aussi améliorer sa capacité à gérer ses risques, à répondre aux vulnérabilités chroniques et à adapter leurs capacités. Atteindre le bon équilibre entre les politiques de stimulation d'une croissance économique positive, de promotion de l'emploi afin de diminuer la pauvreté et le développement et le renforcement du système de la protection sociale permettant de protéger les individus restés pauvres malgré la croissance est important. Sans croissance économique, il est impossible de maintenir le plancher de protection sociale. Et sans protection sociale, les personnes les plus vulnérables ne peuvent pas sortir de la pauvreté extrême. Le rapport sur les objectifs du millénaire pour le développement, OMD, en 2013, qui a été lancé grâce à une coopération étroite entre le gouvernement d'Haïti et le système des Nations Unies en juin 2014, a présenté un état des lieux sur l'atteinte des objectifs et des cibles en Haïti, prenant note des importantes avancées et progrès accomplis pour l'atteinte des OMD par le gouvernement. Cependant, le rapport a relevé également les défis et grands chantiers qu'il reste à surmonter pour éradiquer la pauvreté extrême qui a été diminuée jusqu'à 25% de la population. Comme l'a dit les ministres qui ont parlé avant moi, une politique de protection sociale efficace constitue un facteur de transformation dans le domaine des politiques publiques qui permettent de développer les capacités de chaque Haïtien et Haïtienne tout au long du cycle de la vie afin de sortir de la pauvreté de manière durable. La réduction de la pauvreté incombe en premier lieu au gouvernement haïtien qui doit accroître son action de mobilisation des ressources et consacrer les recettes publiques aux investissements prioritaires. La réalisation des OMD pour 2015 et à partir de 2016, la réalisation des objectifs mondiaux de développement durable qui appelle également à une action concertée et coordonnée du système des Nations Unies et des bailleurs bilatéraux et multilatéraux pour un renforcement des capacités de l'État et pour faciliter la mise en œuvre des interventions cruciales pour l'atteinte des objectifs du développement. Maître Evelt Fanfan, l'avocat de Moïse Jean-Charles, contesté au BCED pour cause de décharge, a présenté à la presse ce mercredi 27 mai 2 certificats de décharge favorables décernés par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif concernant la gestion de Moïse Jean-Charles comme magistrat de la commune de Milo. Evelt Fanfan a précisé que son client a présenté un certificat daté du 4 mai 2015 aux membres du conseil en vue de dissiper toute suspicion. Une vingtaine de pièces inventoriées ont été remises ce 26 mai au conseil, a conclu Maître Evelt Fanfan. Effectivement, nous avons gagné 2 contestations que ont été signifiées à nous-mêmes que il y a 2 citoyens qui étaient estimés que nous pas gagné certificat de décharge et comme ça ils ont demandé CEPA donc pour écarter nous de course là. Pour une question de sécurité, moi pas citer non citoyens ça parce que nous croyons que ils ont fait des voix de citoyens des voix démocratiques que nous louons ça d'ailleurs nous même dans la plateforme Petite Dessalines, mais nous avons 2 contestations. Et objet de contestation, ça, je me dis déjà, c'était défaut de décharge. Et les nous sommes arrivés dans BCED là avant-hier, nous te rendu compte en guise de 2
contestation ça yo, te gen deux l'autre contestation que m'était capable de qui était imbattable que yo pas signifié à nous-mêmes. Et effectivement, nous te demandé collège électoral là pour que l'ité groupé deux premières contestations que nous estimons qui étaient correctes, qui étaient faites dans forme que cadre légal qui c'est décret électoral là te bail. Ça que yo te fait, yo te pon avant dire droit, science tenante et yo te groupé yo. Et comme ça nous te plaidé, nous pas même aller dans la forme. C'est-à-dire pour nous regarder est-ce que moun qui contestataire est-ce que yo te gen 4, est-ce que yo te conforme, est-ce que contestation te conforme, nous pas même regarder ça. Nous allons directement au fond et nous te présenté à collège électoral là que pièce yo te dit nous pas gagner meni qui te certificat de décharge là et nous te dit très clair non seulement nous te bail un certificat de décharge, nous te bail deux certificats de décharge que me va le présenter à la presse là. Nous avons un certificat de décharge 22 janvier 2008 que la Cour des comptes te bat nous, que nous te montré et nous avons l'autre, puisque ça, de 2008 à 2015, ça a un paquet de temps, nous avons l'autre certificat de décharge qui datait de 4 mai 2015. Donc si il y a des gens qui ont un problème de décharge, nous-mêmes, à la présidence, candidat à la présidence, nous, Jean-Charles Moïse, pas de problème de charge. La plateforme Petite Dessalines se dit préoccupée face aux exigences du décret électoral sur les inscriptions des cartels des collectivités territoriales et exige une prolongation dans le processus d'inscription. Rika Pierre, membre de la plateforme, critique les responsables de la DGI qui exigent de fortes sommes d'argent aux aspirants candidats. Rika Pierre. La plateforme Petite Dessalines a demandé un réaménagement qu'a fait pour permettre l'élection de tout ça, pour penser à moun k'ap vive en province yo, candidat pour magistrat yo, candidat pour Kazek, Azek délégué ville yo. Décret électoral ça, j'en ai fait là, son décret qui t'a pénalisé tout le monde qui honnête en dans section communale yo, en dans commune yo. Décret a exigé pour moun yo payer 5 ans. 5 années consécutives pour dans DGI pour permettre un Azek capable dans l'élection, un Kazek capable dans l'élection. Là nous considérer année qui sont passées là, sont années sécheresse côté paysan perdu toute récolte, toute bagaille qui était plantée perdu tout. Oui, imaginons difficulté pour un paysan joindre moyen pour le prendre dans DGI pour la payer quantité l'argent à demander lui. Malgré toute intervention directeur DGI qui dit que si on n'a pas de travail, il n'y a pas qu'à fixer aucun impôt forfaitaire pour demander pour payer un corps, malgré tout, il continue dans le bureau de DGI dans la province à exiger candidat Kazek, candidat Azek pour payer un barème $200 par an, $500 par an, ça dépend du bureau de province. Nous demandons que la question ça réglée à travers tout réaménagement possible qui est pour faire dans le décret électoral. Gagner en pile difficulté candidat Kazek qui était en fonction déjà gagner avec la Cour des comptes pour permettre de jouer un certificat de décharge pour l'élection. Si inscription pour candidat ça n'a pas repoussé, il y a en pile monde qui est capable de bons candidats parce que c'est des gens qui sont honnêtes, c'est des gens qui baillent la population accompagnement qui ne peuvent pas l'élection. Donc nous demandons pour repousser inscription candidat collectivité autour pour permettre de mettre en règle avec la Cour des comptes, pour permettre que DGI règle les questions ça une fois pour toutes, pour ne pas exiger moun yo payer quantité d'argent alors que ne pas faire rien. La grève du personnel administratif de l'Université d'État d'Haïti se poursuit faute d'entente trouvée avec le rectorat de l'UEH et les grévistes. Cette grève déclenchée par le personnel administratif et le petit personnel depuis le 20 mai paralyse totalement le fonctionnement de plusieurs entités de l'UEH. Le syndicat du personnel administratif s'est réuni mercredi en prélude à une rencontre prévue le jeudi 28 mai entre le rectorat et les grévistes en vue d'une levée de la grève, selon le porte
porte-parole du SPA de l'UEH, Jean-Louis Jean-Bernard, la levée définitive de la grève dépendra des conclusions de la rencontre entre le rectorat de l'UEH et le personnel administratif. Jean-Louis Jean-Bernard au micro de Nancy Lenné. Grâce à ce support rectorat, nous gagnons depuis une huitaine de jours, grève personnelle a commencé. Les nous disent grâce à ce support rectorat, c'est parce que le rectorat lui-même était au courant que la grève là a été lancée. Et le rectorat n'a pas de jamais fait rien pour rencontrer avec le syndicat personnel qui est dans l'université. Du coup, nous gagnons 8 jours depuis la grève là. Je t'ai fait que la grève là a commencé. Et c'est hier, nous avons parlé avec une commission que le conseil exécutif universitaire a lui-même formé pour capable rencontrer avec les gens qui sont dans le syndicat. Mais nous avons déploré tout des séries des actes que un peu doyen qui comporte comme Kassika, qui sentit au même tête gros parce que c'est doyen et ils pensent que les gens qui sont dans personne ne pas supposé gagner droit tout pour avoir revendiqué et ils fait pression sur les dans quelques entités dans l'université pour ne pas participer ni dans la grève là ni pas venir comme membre syndicat. Nous disons que ça c'est un rapport de domination établi sur les gens. Mais tout c'est une question de retard de pensée que doyen yo gagne qui permet de penser que moun yo pas gain droit pour cap syndiquer parce que tout le monde qui travaille gain droit gain moyen pour manifester pour revendiquer puis bonnes conditions de travail. À présent, un coup d'œil dans l'actualité internationale. Bienvenue dans le journal, merci de nous rejoindre sur France 24 aux grands hommes, la patrie, reconnaissance. L'inscription qui orne le fronton du Panthéon prend tout son sens aujourd'hui avec l'entrée de 4 héros de la résistance, Geneviève de Gaulle-Antonios, Germaine Tillon, Pierre Brossolette et Jean Zay. François Hollande va leur rendre un hommage solennel, une cérémonie qui sera donc à suivre en direct sur notre antenne, ce sera à partir de 17h. Mais avant, retour sur 4 parcours d'exception. 2 femmes. 2 hommes, 4 figures de la résistance qui rejoindront Jean Moulin au Panthéon. Pierre Brossolette est journaliste dans les années 30. Homme de gauche, pacifiste, il soutient Léon Blum et le Front populaire. Dès le début de la guerre, il entre en clandestinité. Au printemps 42, il arrive à Londres. The only distinction now is resistance with General de Gaulle or collaborator with Pétain and Laval. Arrêté en mars 1944, il est torturé par la Gestapo, mais il se jette par la fenêtre pour éviter de parler, plutôt la mort que de trahir ses compagnons de résistance. Le 6 juin 1936, à 32 ans, Jean Zay devient le Benjamin du gouvernement Blum. Un ministre de l'Éducation visionnaire, on lui doit l'idée de l'ENA, du CNRS et du Festival de Cannes. Juif, franc-maçon, il est arrêté pour avoir refusé la collaboration au lendemain de la défaite. En juin 1944, il est assassiné par des miliciens de Vichy. En juin 1940, quand l'occupation allemande commence, Geneviève de Gaulle-Antonios a 20 ans. Elle est étudiante et devient résistante. Dénoncée, elle est arrêtée en 1943 puis déportée à Ravensbrück en Allemagne. Après la guerre commence son combat contre la pauvreté. Militante des droits de l'homme, la nièce du général fonde une association qu'elle présidera pendant plus de 30 ans en tirant parti de son expérience de déportée. C'est l'odeur de la misère. L'odeur de la misère, on ne peut plus jamais l'oublier. C'est celle que nous avions sur nous à Ravensbrück. Ravensbrück, le principal camp de concentration pour les femmes. C'est là que Geneviève de Gaulle-Antonios rencontre sa grande sœur d'infortune, Germaine Tillon, résistante et déportée elle aussi. Femme de combat, ethnologue de profession, Germaine Tillon, après la guerre, prendra la plume pour témoigner. Je suis très soucieuse de vérité et très anxieuse de répandre cette vérité. 2 destins parallèles pour 2 femmes qui s'apprêtent à rejoindre dans la crypte du Panthéon Sophie Berthelot et Marie Curie. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.